Le sujet qu'on va discuter aujourd'hui, c'est sur faire un peu l'état des connaissances de la fertilisation azotée des graminées. On ne cachera pas que, oui, il est important de tout le temps maintenir une quantité de légumineuses dans vos prairies pour éviter d'avoir besoin d'engrais azotés. Mais lorsque vous avez des prairies de troisième, quatrième année, ou vous voulez faire des fourrages, en fin de compte, simplement de graminées, c'est important, en fin de compte, de mettre de l'engrais azoté ou de la fertilisation azotée pour améliorer la valeur nutritionnelle et aussi améliorer les rendements de vos prairies. Avant de se lancer un peu dans les bienfaits ou les avantages de l'application d'engrais azotés, juste un plein simple rappel des différents cycles de l'azote. Il y a différentes formes, en fin de compte, d'azote qu'on peut trouver dans le sol. Il y a la forme N2, qui est l'azote dans l'air qu'on les plantes ne peuvent pas absorber, à moins des légumineuses avec les rhizodiums. Mais lorsqu'on applique de l'engrais minéral, il y a différentes formes qu'on va voir. Il y a la forme, en fin de compte, soit l'urée, les nitrates et l'ammonium. Et il y a différents cycles qui se retrouvent dans le sol. La forme qui est vraiment absorbée par les plantes premièrement, c'est les nitrates. Par la suite, l'ammonium peut être absorbé. Mais c'est ici, en fin de compte, lorsque l'azote est sous forme de nitrate et d'ammonium, tu peux avoir du lessivage, de la volatilisation, de la dénitrification. Et aussi, il peut avoir l'ammonium, en fin de compte, peut être attaché à la matière organique et ou l'argile pour être, on pourrait dire, fixé puis emmagasiné. Et ça, en fin de compte, cette matière, l'azote qui peut provenir aussi des apports organiques comme les résidus de culture, les engrais de ferme. Et cette forme organique-là a besoin d'être minéralisée pour être disponible par la plante. Lorsqu'on parle, maintenant qu'on a parlé de ça, on parlait des différents engrais qui existent. Tous les ensembles d'engrais azotés qu'on trouve sur le marché proviennent d'une seule et même base, l'ammoniac anhydride, qui, tout dépendant avec quel composé, quelle molécule chimique, produit différents types. Si c'est attaché avec l'acide sulfurique, on va se retrouver avec du sulfate d'ammonium. L'acide phosphorique, on se retrouve avec du phosphate d'ammonium. Du bioxyde de carbonate, on se retrouve avec de l'urée. Lorsqu'on parle d'oxygène et d'acide nitrique, on peut se retrouver avec de la phosphate nitrique, du nitrate de sodium, du nitrate d'ammonium calcique et du nitrate d'ammonium. Et tout ça, il y a des versions solides et granulaires. Vu qu'on a juste 25 minutes aujourd'hui, on va passer rapidement sur le sujet. Après, comme j'ai dit tantôt, les différentes formes d'engrais azotés, premièrement, il y a l'ammoniac, comme j'ai dit, c'est la forme de base. Mais cette forme-là, elle n'est pas absorbée et c'est une forme très gazeuse. C'est pour ça qu'il y a de la volatilisation sous forme d'ammoniac. Et c'est sous la forme liquide qui peut être, comment je peux dire, être utilisée. On appelle ça de l'ammoniac anhydride. Il est possible encore aux États-Unis d'appliquer directement de l'ammoniac anhydride, mais qui doit être injecté dans le sol. Et cet ammoniac-là, quand elle est appliquée en tant que directement dans le sol, qui n'est pas sous forme d'engrais, avec un contact de l'eau, elle s'en transforme en ammonium. Et c'est l'ammonium, en fin de compte, qui a les capacités de s'attacher à l'argile et être métabolisé par la plante. C'est aussi, ça évite de faire l'acidage quand l'ammonium est attaché à l'argile et les matières organiques. L'autre forme, en fin de compte, on a les nitrates. C'est la forme la mieux absorbée par les plantes. C'est aussi une forme qui se dissout rapidement dans l'eau, mais qui se déplace aussi de façon facilement dans l'eau avec des pluies ou des grandes pluies qui vont occasionner du lessivage. Et c'est aussi sensible à la dénitrification, ça veut dire qu'une volatilisation de l'azote. Finalement, on va en reparler un peu plus tard. Une autre forme d'azote, c'est en fait une forme d'urée. Ça aussi, c'est sensible au lessivage. S'il n'est pas converti rapidement en ammoniac et en ammonium, ça prend 2 à 4 jours dans des bonnes conditions avec les micro-organismes du sol et avec une condition de pluie. Et pour ça que lorsque l'urée est appliquée, il y a moins de pertes lorsqu'elle est enfouie. C'est vraiment l'urée, un bref rappel, qui est en 3 différentes étapes si on veut qu'elle soit disponible par la plante. Premièrement, le micro-organisme transforme de l'urée en ammoniac. Par la suite, au contact de l'eau, elle se transforme en ammonium. Et par la suite, finalement, l'ammonium est converti en nitrate pour être absorbé par la plante. Et toutes ces molécules-là, lorsqu'on parlait d'urée, d'ammonium ou de nitrate, on retrouve dans différents types d'engrais qui ont différentes quantités d'azote et qui ont différentes possibilités d'application, en fin de compte, pour les fourrages, comment je veux dire, à la volée
au-dessus en tant que tel et non incorporé au sol. Lorsqu'on parle du nitrate d'ammonium avec 33 d'azote, c'est excellent pour les fourrages, mais on utilise moins souvent. Le sulfate d'ammonium, comme on le voit plus tantôt, il y a 20 unités d'azote et aussi 24 unités de soufre, qui est aussi excellent pour les fourrages. Le nitrate de calcium, qui est à 15,5 c'est une forme qui est très dispendieuse, mais peu disponible. Le nitrate d'ammonium, que celui qu'on utilise le plus souvent, c'est à 26 qui est aussi un excellent. Le phosphate de diammonium, en fin de compte, le DAP, le MAP, qui est aussi une excellente source. Finalement, on se retrouve avec l'urée, que l'application sur les fourrages, c'est variable en fonction des conditions météo. Et les formes liquides qu'on peut retrouver différentes formes d'azote qui ne sont peu ou pas adaptées à l'application des systèmes fourragers. Lorsqu'on parle d'urée, on va passer à travers les différentes catégories avant de voir c'est quoi l'impact sur la performance des plantes. Un, ça a un faible coût, ça c'est vrai, c'est une certaine facilité de manutention, mais par contre, il va y avoir des pertes importantes de valorisation si c'est non incorporé dans le sol ou s'il y a manque de précipitation. Et aussi, ça peut causer des dommages aux semences lorsque c'est placé directement avec la semence. Et si c'est trop sec, on va voir des chiffres un peu plus tard de la présentation sur le sujet. Le sulfate d'ammonium, en fin de compte, c'est du 21,00, contient 24 unités d'azote. C'est celle qui est le moins hygroscopique, le moins volatile des produits fertilisants azotés. C'est un peu plus dispendieux, en fin de compte, que le 27,00. Par contre, c'est lui qui est le plus acidifiant, en fin de compte, dans le sol. Souvent, c'est utilisé en mélange pour apporter une certaine quantité d'azote puis une certaine quantité de soufre en même temps durant le processus. Le nitrate d'ammonium calcique, c'est une source qui est rapidement disponible, qui est moins volatile en tant que telle que la version de l'urée. Elle offre une plus grande flexibilisation. C'est quand même susceptible aux pertes par le lessivage et des nitrifications. Et aussi, on retrouve d'autres formes d'engrais. Vous allez pouvoir voir, on va voir des résultats tantôt, différentes formes de libération. Donc, il y a deux différentes catégories. Une catégorie qu'on pourrait appeler un engrais stabilisé qui altère au niveau des différents processus enzymatiques, qui empêche, qui est un inhibiteur de nitrification ou d'uréase durant le processus. Puis il y a différentes compagnies, il y a différents produits sur le marché. C'est simplement ici, là, c'est un exemple de l'agrotin, c'est un inhibiteur d'uréase qui empêche, en fin de compte, l'urée, en fin de compte, qui réduit, en fin de compte, limite la transformation, en fin de compte, en ammonium et qui permet une diffusion beaucoup plus lente de celui-ci. Et l'autre, en fin de compte, la version plus lente, engrais libération qu'on pourrait dire protégé. En gros, c'est que c'est de l'urée ou une source d'engrais azoté qui est enrobée avec une différente couche. Ça peut être une couche de polymère ou tout autre. Et ce que ça permet de diffuser de façon plus lentement l'azote dans le sol. Ici, on voit un exemple de produit qui apporte que l'eau rentre dans la membrane, ce qui permet de libérer plus lentement, en fin de compte, l'azote dans le sol lorsqu'il est libéré. Maintenant qu'on a fait le bref tour général des différents engrais, c'est quoi les facteurs qui affectent l'efficacité des engrais azotés? La présence de légumineuses, c'est un facteur important parce que plus on a de légumineuses dans une prairie, moins qu'on va avoir besoin de fournir d'azote. Ici, c'est simplement un graphique où on voit les rendements en masse sèche en tonnes à l'acre et l'application annuelle d'azote ajoutée en livres à l'acre, excusez-moi, pour les unités. On retrouve ici en ligne bleue une prairie seulement purement de graminées. Vous voyez que la réponse à l'azote est de façon importante. Lorsqu'on parle d'une prairie qui est pure en luzerne, vous voyez que peu importe l'azote qui va être appliqué, la quantité de matière sèche produite va rester similaire. Et aussi, ça va nuire aussi à, si vous donnez trop d'azote à des prairies majoritairement de luzerne, ça va nuire en fin de compte à sa survie et sa persistance, ça va pousser la compétition avec les mauvaises herbes. Et lorsqu'on parle de différentes proportions de luzerne graminée, on peut voir qu'il y a quand même une réponse qui est supérieure à de la luzerne pure, mais inférieure en fin de compte à un des champs de graminées purs. C'est pour ça qu'il y a certaines. Excusez-moi. Tout dépendant des guidelines qu'il faut trouver sur du CAC ou non, en fonction de la proportion de graminées versus la composition légumineuse,
il y a différents types de gestion. Lorsqu'on est entre 100% et 75% de graminées, on considère ça comme une prairie pure graminée, puis on applique l'engrais en conséquence. Lorsqu'il c'est 25% et plus, 25% et moins de graminées, on travaille plus comme une prairie légumineuse, on met l'emphase surtout sur le phosphore et le potassium. Et quand c'est entre les deux, on travaille comme une prairie mixte qui peut fournir une certaine quantité initiale au printemps d'azote. Maintenant, quand on parle de sources de fertilisants, ici, on voit, c'est une expérience qui a été faite au Québec, où on a testé différents types de modes de protection pour l'urée. Les ronds, en tant que tel, c'est une urée qui a fait compte avec c'est une urée qui est protégée avec une côte, un enrobage en polymère. Les petits losanges que vous voyez en blanc, c'est de l'agrotrain, comme on a vu tantôt. Et finalement, le triangle, en tant que tel, c'est le nitrate d'ammonium. Pourquoi ils ont testé ça? C'est parce que des fois, les formes d'urée et les engrais protégés sont moins dispendieux que le nitrate d'ammonium pour voir est-ce que c'est plus rentable. Ici, en fait, quand je vous montre juste les résultats sur des rendements annuels des fourrages selon la quantité de doses appliquées, vous pouvez voir premièrement que le nitrate d'ammonium, c'est celui qui semble le plus performant en ensemble, mais qui est suivi de très près par les autres types de modes de protection de l'urée. Par contre, si on regarde pour un sol argileux, si on parle d'un sol limoneux, le nitrate d'ammonium offre des performances un peu meilleures en tant que telles que les différentes formes d'engrais qu'on peut dire plus protégés. Si on regarde ça sur un aspect plus économique, dans des sols argileux, ici, on voyait c'est des chiffres relativement plus ou moins récents parce qu'on parle d'une tonne de dollars de l'achat des fourrages à 125 la tonne de matière sèche. Vous voyez que c'est sur la marge brute, c'est qui va faire le plus de marge en fonction des différentes doses et des différents traitements. On peut voir que dans des sols argileux, la dose économiquement qui offre qui est plus rentable, en fait, c'est 150 unités d'azote, soit de l'urée mélangée avec de l'agrotrain ou l'urée avec la formule, en fin de compte, qui est enrobée d'un enrobage pour avoir une libération plus lente. Et dans des sols limoneux, on se retrouve avec une marge brute supérieure lorsqu'on applique uniquement 100 kg d'unité d'azote. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans en tant que tel, c'est que dans ces résultats d'études-là, c'est que en gros, c'est que simplement que l'urée protégée a des avantages par rapport au CAN. Il faut oublier que le CAN était appliqué en 2 doses, séparées 60% au printemps et 40% après la première coupe. Tandis que les autres engrais étaient appliqués uniquement d'une seule fois. La dose d'application. Autres applications, en fait, qui ont une expérience qui a été faite au Québec, Agriculture Canada, ou qui ont testé différentes doses à part en azote sur les rendements à la première coupe et à la deuxième coupe, les années 2015, 2016 et 2017. Qu'est-ce que vous pouvez constater dans ce graphique-là, puis ça, c'est des prairies de Fléole des Prés, c'est que ici, le rendement optimal avait été obtenu lorsqu'on avait appliqué 88 kg d'azote à l'hectare pour la première coupe. Et pour une saison totale, on passait de 224 kg à l'hectare, qui est, à mon avis, beaucoup plus grand que les recommandations actuelles du guide du CRAC. Mais ça, c'est correct de mettre de l'engrais, mais est-ce que c'est rentable de le faire? Aussi, qu'est-ce qu'ils ont calculé en fonction du tableau qui est ici, c'est de voir, OK, lorsqu'on prend le prix du foin divisé par le dollar, en fin de compte, par kilogramme d'unité d'azote, pour voir c'est où le break-even, où qu'on fait plus, c'est où comment je peux dire, on va pas plus rentable. Qu'est-ce que vous pouvez constater ici, dépendant en fin de compte de ce fameux ratio-là, il y a des niveaux au-delà que ce ratio-là dépasse environ 120 ou 130, la dose optimale va rester autour de 90, tandis que ici, lorsque ce ratio-là, en fin de compte, va être supérieur à 100, c'est maximum, en fin de compte, 200, 224. Aussi, il y a différentes approches d'autres facteurs, c'est les méthodes d'application. Est-ce qu'on l'enfouit? Est-ce qu'on le met en bande? Est-ce que l'auto du semis? Et aussi, est-ce qu'on fractionne l'azote? Ici, simplement une étude pour ce qui est des prairies graminées, c'est de voir c'est l'augmentation. Ici, on retrouve l'augmentation en tant que telle des rendements en tonnes à l'acre
va comparer d'un traitement zéro lorsqu'on fait une seule application, une application 50-50, ça veut dire première, deuxième coupe, et une application 33-33% au cours en gros, au cours après les trois premières coupes. Qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que là, premièrement, il faut fractionner l'engrais azoté lorsqu'on n'utilise pas des engrais, comme je peux dire, qui sont à libération lente, pour optimiser que ce soit 50-50 ou 33-33%, c'est là que c'est les doses les plus optimales. Autre chose qu'il faut faire attention, c'est vraiment, c'est quand on applique l'azote. Lorsqu'on parlait de l'application, au semis, quand vous faites du semis direct, c'est des données qui viennent de l'Alberta. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, hey, qu'est-ce qui arrive si on place de l'urée? Ici, c'est un exemple de l'urée, directement à côté de la semence, lorsqu'on fait un semis direct de graminées. On peut constater que ici, on retrouve 0, en fin de compte, une livre d'azote à l'arc, 27, 53, 107. Ici, 107, ici, c'est la même dose qu'ici, sauf que celui-ci est incorporé dans le sol et mélangé au sol de façon globale 2 à 4 jours avant le semis. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que dès qu'on commence à placer de l'engrais directement à côté de la semence, on a une diminution du pourcentage de germination des semences. Par contre, ce qui est recommandé si vous voulez mettre une quantité d'azote, c'est vraiment de l'appliquer en tant que tel, de l'incorporer au sol et non de le faire en placement qui est direct. Autre chose qui est important, il n'est pas nécessaire en tant que tel de, on parle vraiment du pourcentage de semences qui a émergé, il faut limiter la part d'azote au début lors du semis, puisque ça va entraîner une certaine compétition ça va entraîner une compétition avec les mauvaises herbes et les plantes ne sont pas capables de tourner. Surtout recommandé après ça, c'est faire un semis, mais c'est lorsque les plantes ont développé des premières racines, qui ont développé, en fin de compte, sont un peu développées, d'aller appliquer cette dose d'azote-là à la volée, sinon ça va nuire à la germination et à l'implantation de vos graminées. Ici, c'est la même étude que je vous ai montrée tantôt, sauf que là, il comparait l'urée avec l'ammonium de nitrate. On peut constater jusqu'à un certain point que l'ammonium de nitrate est moins problématique que l'urée pour l'émergence des semences. Le type de culture, oui, de l'azote, c'est bon pour les graminées, mais ce pas toutes les mêmes graminées qui ont la même réponse à l'azote. Ici, on voit le taux d'application d'azote en livre à l'as, les rendements en tonnes à l'hectare, et on se retrouve avec différents types. Ça, c'est fait en Alberta, puis il y a des espèces qu'on ne vous avait pas trouvées ici, mais on comparait les graminées rhizomateux, comme le bron des prés, le paturin des prés, l'alpis roseau, et ceux qui étaient plus bunch, en touffe, en fin de compte, en tale, comme le régras, le dactyle, la fiole des prés. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que à faible dose, même à faible dose, en fin de compte, ceux qui sont rhizomateux semblent plus performants que ceux, comment je pourrais dire, en étouffe totale. Mais lorsqu'on va des doses beaucoup supérieures, c'est souvent, en fin de compte, ceux qui sont rhizomateux qui vont avoir des meilleures performances à cause de leur système racinaire qui produit des rhizomes. Ici, c'est simplement une autre présentation qui démontre plus la quantité de protéines, la relation entre l'application d'azote et la concentration de protéines dans la plante. Pour la fiole des prés qu'on trouve les points rouges et de l'alpis roseau en tant que tel, l'alpis roseau en tant que graminé. Qu'est-ce qu'on peut constater, c'est que pour l'ensemble de la plage de doses qui est appliquée, l'alpis roseau était capable d'augmenter sa concentration de protéines de près de 2,5 unités de pourcentage de protéines brutes par rapport à la fiole des prés pour l'ensemble des différentes doses. Juste un petit rappel, c'est le graphique qu'on a vu tantôt, c'est que par rapport aux légumineuses, il faut aussi ajuster l'application d'engrais si on voit une réponse. S'il y a trop de légumineuses, ça ne sert à rien et vous allez nuire à votre prairie. Le temps d'application. Ici, c'est peut-être un graphique qui a d'autres données en fin de compte, mais c'est simplement pour vous dire qu'en temps sec, en temps sèche, ben, peu importe la dose d'engrais que vous allez mettre, ça va être moins performant qu'une année normale ou une année humide sur les rendements points. Comme le printemps passé, où on avait en fin de compte un printemps très sèche, même si l'engrais, vous avez mis de l'engrais sur vos prairies,
Si vous n'aviez pas d'eau, ça se peut très bien que vous n'avez pas vu l'augmentation de vos performances de graminées. Ça n'a pas fait un très grand effet. Autre chose lorsqu'on parle durée de pluie, qu'est-ce qu'on fait dans l'expérience ici, c'est ils ont testé le pourcentage d'azote qui était récupéré par la plante après 0, lorsqu'ils ont appliqué une pluie en fin de compte à 0 jours, 1 journée, 2 jours, 4 jours, 8 jours ou 16 jours. On peut constater déjà que le pourcentage qui est récupéré par la plante, lorsqu'une pluie était déjà appliquée, qui était appliquée en, comment je peux dire, l'engrais duré était appliqué de façon à la volée sur le sol, on trouvait qu'il y a une récupération autour de 45 %. Après une journée, on passait de 45-47 à 38-39. Et lorsqu'il y avait juste 2 jours de délai, en fin de compte, il se retrouvait à 35. Qu'est-ce que la conclusion là-dedans? Pour l'urée, 1, c'est mieux que ce soit incorporé au sol. 2, assurez-vous qu'il pleut la journée même qu'on l'applique, sinon, ça va avoir une grande perte de récupération. Oui, elle coûte pas cher, cet engrais-là, mais la capacité pour la plante de l'absorber est plus problématique. Puis aussi, c'est pas recommandé de l'appliquer au printemps, puisque les micro-organismes qui sont nécessaires à transformer l'urée en ammoniac par la suite, les différents processus ne sont pas assez actifs à ce moment-là. Finalement, un dernier point, je vais vous montrer que c'est intéressant. On avait déjà fait une présentation sur le soufre. Ici, on trouve la quantité de biomasse en brun, la quantité d'azote obtenue par la plante, absorbée par la plante, et le soufre. Ici, c'est le pourcentage, le maximum uptake. Simplement pour vous dire que ce qui est intéressant ici, c'est que l'azote et le soufre font une paire, ce qui veut dire que plus que vous augmentez la quantité d'azote, plus il va y avoir du soufre qui va être absorbé, et le soufre va être un élément limitant à ce point-là, ou dans des cas des graminées de saison froide. Qu'est-ce qui est déterminé? Premièrement, maintenir en tout temps la population de légumineuses pour réduire les besoins en azote avec du sursemis ou tout autre. Un, c'est d'outils ou de faire un guide. Oui, vous avez des exemples des articles de M. Parent. Il y a toujours les guides du crack. Je crois que le MAPAC est en train de revoir la grille de fertilisation pour s'assurer d'avoir en fin de compte, une application d'engrais azotés qui est rentable et profitable pour l'entreprise. Puis ça, c'est basé sur le coût des unités d'azote et le coût des fourrages. Et ça, c'est des grilles différentes aussi. C'est une application d'urée, de canne ou de sulfate d'ammonium, puisqu'ils n'ont pas les mêmes aussi efficaces, ne sont pas absorbés de la même efficacité par les plantes. Appliqué au bon moment, c'est possible dans des conditions qui sont un sol relativement humide ou normal. Et pour l'urée, il faut s'assurer soit de l'incorporer ou attendre qu'il pleut. Et faire attention pour ne pas surappliquer d'engrais azotés, puis travailler avec votre agronome pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte environnementale. Parce que si l'urée est pas absorbée par la plante, elle se retrouve dans l'atmosphère et ça a des impacts sur les changements climatiques. Et dans le contexte où on veut faire de la séquestration de carbone, fait que si vous lancez la séquestration de carbone avec des graminées puis vous appliquez de l'urée tout le temps, puis il y en a plus de la moitié qui s'envole en forme d'azote, je ne suis pas sûr vraiment que vous allez vraiment contribuer à la diminution des gaz à effet de serre.